De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus. 1 heure de débat autour de l'actualité. L'actualité, c'est bien évidemment le Covid. Et pour en parler avec moi, nous avons 2 membres du conseil pluridisciplinaire local. On a pluridisciplinaire, hein, on précise maintenant, puisque beaucoup de détracteurs encore, j'en ai encore fait les frais la semaine dernière. Disons que vous ne vous reposez pas, vous ne dormez pas, c'est bien. Mais en tout cas, nous avons sur le plateau Fabrice Gott. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Harold. Et nous avons une psychologue clinicienne, Séverine Lézimac. Bonsoir. Bonsoir Harold. Alors avant d'en venir à l'aspect psychologique, effectivement, puisque les Guadeloupéens et le monde entier a subi des traumatismes à répétition, notre vie a complètement été bouleversée depuis 1 an et demi, il faut le reconnaître. Et là, on va essayer de faire un petit bilan psychologique pour voir si on va bien ou si on est tous devenus un peu... on va dire créatif, on va pas dire taré, on va dire créatif. Alors, au niveau du conseil, comment ça se passe ? Eh bien, on va le redire, les membres du conseil sont tous bénévoles, exempts de tout conflit d'intérêts et de toute forme que ce soit. Nous n'attendons aucun crédit de la part de l'État, ni de dotation de la part d'entreprises privées. Très bien. Aucun d'entre nous, du moins. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer aux gens pourquoi c'est aussi important pour vous qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, en fait, dans cette histoire ? Parce que certains médecins n'ont pas apprécié, effectivement, qu'on parle de leurs centaines de milliers d'euros perçus par, effectivement, des laboratoires pharmaceutiques, en disant que ça ne remet pas en question, finalement, leur professionnalisme. Pourquoi vous, ça vous dérange ? On va faire un truc simple, un petit retour très rapide. Les masques. L'équipement de protection par excellence, pourtant légiféré par le passé, où l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, dans son ED 146, précise en tête de la page 4, qu'est-ce que la durée de port continu ? 1 heure, quand on va rechercher un petit peu de recherche, simplement sur, non pas les avis, mais seulement ce qu'on enseigne aux élèves, on constate bien aux élèves en médecine, hein, qu'ils soient infirmiers ou non, on constate bien qu'il y a des soucis. Et qu'il y a des soucis sérieux. Moi, toutes les personnes que j'ai entendues qui disaient que le masque était salvateur, protégeait, avaient tous, sans exception, soit ils ont fait des tâches d'expertise, soit ils étaient en relation étroite de type lobbying avec certains laboratoires, hein, dont on ne va pas citer les noms ici, mais que tout le monde peut retrouver assez facilement grâce à la base Transparence Santé, où tous nos médecins, même si on ne les cite pas, puisque si on les cite, ils sont fusillés, donc sont absents de cette base. Donc c'est aussi simple que ça. Après, il y a ce qu'on appelle des liens d'intérêt. Le lien d'intérêt, il y a un séminaire qui est organisé par plusieurs laboratoires qui vont présenter des produits, le résultat de leur recherche, parce que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il y a du bien et du mal partout. Nous, ce que nous constatons, c'est que tu es invité là, on te met sur la liste, il se trouve qu'on te donne à manger, boum, c'est un lien d'intérêt. Donc, jusque-là, on va dire c'est normal, c'est de l'environnement professionnel standard. Mais quand on va faire une tâche d'expertise qui est grassement rémunérée ou qu'on se met en position de lobbying, qui est là encore grassement rémunérée avec des séminaires qui sont tout près d'ici, il y en a quelques-uns de chez nous, là, dans le grand bâtiment là-bas, qui ont fait et qui vont dans un hôtel et que on regarde dans la base Transparence Santé, il y a un repas qui est à 700 et des poussières. Il y a des beaux séjours aussi. Non, je te parle d'un repas. Oui, il y a des repas, mais il y a des beaux séjours aussi. Mais moi, ça me dérange quand tu habites le territoire et que tu viens après faire colporter ce genre de choses. Et que derrière, on va se retrouver avec des personnes qui vont se retrouver dans des situations psychologiques qui sont extrêmement sous tension, avec une peur qui n'a pas de nom, où on emploie, Séverine qui est là le définira mieux que moi, des techniques liées à la dissonance, donc qui entraînent la perte,
et que un individu perdu, il va se référencer à ce qu'il considère comme étant l'autorité qui lui veut du bien, sauf que là, on peut dire clairement que l'autorité nous veut du mal. Ça, vous en êtes persuadé au Conseil? Moi et quelques autres, donc pas que des membres du Conseil, mais des collectifs de médecins, d'infirmiers, en Guadeloupe et en Martinique. Enfin, en Martinique, on va dire, plus tardivement, puisqu'on a d'abord essuyé les plâtres en Guadeloupe. Nous avons pris en charge plus près de 10 000 personnes. Comment ça, pris en charge? Pris en charge, c'est-à-dire que il y a eu, c'était confidentiel, mais ça a été de bouche à oreille, 7 à 8 patients par jour par soignant. Pas moi qui ferai en charge, mais quelques-uns ont fait office de coordinateur, on recevait les messages ou les appels et on mettait en face le médecin. C'est tout. D'accord. Donc il y avait cette fameuse polémique entre médecins qui soignent et médecins qui ne soignent pas. Je ne sais pas s'il y a des médecins qui ne soignent pas. Je sais simplement que aucun décès, aucune forme grave. Pourquoi? Parce que la seule baguette magique, c'est la précocité. C'est la seule et unique baguette magique. En traitement précoce, Ben oui, mais il y en a plein des traitements précoces. C'est pas ce que le discours officiel nous dit, en tout cas. Parce que la loi dit, pour avoir une autorisation médicale anticipée et conditionnelle, une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et anticipée, il faut qu'il n'existe aucun traitement. Nous, aujourd'hui, s'il faut faire intervenir des gens, faire témoigner des gens, c'est quoi le numéro? 96 10 10. Eh bien, je demande s'il y en a un qui a le courage, parce que malheureusement, chez nous, culturellement, le témoignage, c'est compliqué. Là encore, Séverine va mieux le définir que moi. Il faut se rappeler simplement de l'affaire du sida, chez nous, où les témoignages, non, les gens ne veulent pas témoigner, ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont été malades, ils ne veulent pas qu'on dise... C'est vrai que c'est compliqué à voir. C'est une honte. La dernière fois, on a eu 3 personnes qui ont témoigné, le 16 août. Ça s'est mal passé pour ta remplaçante, puisqu'on lui a dit au revoir, juste après l'émission quand même, ce qui est extrêmement grave. Mais où, faut savoir que pour ces trois témoignages, il a fallu envoyer combien de messages pour qu'il y en ait 3 seulement qui acceptent. Donc il faut que les gens acceptent de témoigner parce que c'est important, ça permet de sauver des vies, ça permet d'éviter que des personnes se retrouvent chez eux isolées avec du Doliprane, ou que des personnes qui ont pris la piqûre se retrouvent là encore isolées et qui ils font des malaises, mais ils sont isolés, ils finissent par partir, ce qui est extrêmement grave. Pas plus tard que la semaine dernière, 2 personnes alors qu'on a dit qu'on prenait en charge que les personnes Covid, là on a dû prendre 2 personnes vaccinées la semaine dernière, fin de semaine dernière. D'accord. Et ces 2 personnes, ça va aujourd'hui, grâce à Dieu, mais... Donc vaccinées, mais elles ont eu le Covid? Non, elles n'ont pas eu le Covid. Elles ont développé d'autres soucis. À peu près les mêmes symptômes que le Covid dans tous les cas. Même pas, d'autres choses. Non, c'est d'autres symptômes. D'accord. C'est totalement d'autres symptômes. Après, c'est le médecin qui a pris en charge qui peut dire clairement, mais de ce que je sais en ayant échangé, un minimum, ce sont d'autres symptômes. Donc là... ça se complique cette affaire. Séverine a du pain sur la planche. Là. Ah oui, on aura beaucoup de boulot. Donc ça fait, depuis mars 2020, avec cette première vague de Covid, qui n'en était pas vraiment une pour nous, puisqu'on n'a pas eu beaucoup d'effets avant le mois d'octobre 2020. Mais notre vie a quand même changé déjà à partir de ce fameux confinement. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés isolés chez nous. Des familles se sont séparées en urgence, des couples se sont séparés aussi en urgence. Enfin, on a assisté un peu à une implosion du noyau familial. Enfin, moi, je l'ai vécu un peu comme ça, donc je ne sais pas si c'est global, mais j'ai beaucoup d'exemples autour de moi aussi. Donc, premier traumatisme, c'était déjà ça, confinement numéro 1, on se coupe les uns des autres, on ne se voit plus, on ne se touche plus. Oui, est-ce que c'était le premier traumatisme? Non, je dirais non. Il y a eu effectivement, le premier traumatisme, ça a été la peur. La peur liée au virus.
peur qui a été relayée par les médias, par les réseaux sociaux. Donc, effectivement, qui a augmenté le climat, enfin, qui a créé un climat anxiogène. Donc, on a même vu, moi j'ai vu des personnes en Chine tomber dans la rue comme ça. Donc, effectivement, donc là, le virus a été présenté comme un vecteur de mort. Donc, ça a créé une sorte de trauma, et ensuite, il y a eu effectivement l'urgence sanitaire qui a été mise en place pour nous faire comprendre en fait qu'on ne pouvait pas se protéger contre ce virus. Que ce virus était mortel et donc on n'avait pas les moyens de se protéger. Voilà, donc en fait, en gros, il y a eu comme une sorte de... On a voulu un peu squeezer nos défenses immunitaires ou autres et nous dire, bon, vous êtes incapable de vous protéger, on le fera à votre place. Donc il y a eu ce premier, j'ai envie de dire, traumatisme, relayé, effectivement, enfin souligné par la peur. Et oui, donc ça a créé énormément de stress. Le stress, je rappelle toujours, mais le stress, c'est vrai qu'on a l'impression que toutes les mesures ont été mises en place pour, enfin peut-être pas pour nous faire stresser, mais en tout cas ont généré beaucoup de stress. Et le stress baisse les défenses immunitaires. Il est la cause d'AVC, de cancer, de troubles métaboliques, les fameuses comorbidités entre le diabète, l'obésité, etc. Mais également la dépression, le suicide, l'hypertension, etc. Donc, tout a été fait, enfin, on a stressé par rapport à ça. Et trauma plus stress, on n'est pas loin de ce fameux syndrome de stress post-traumatique. Qui se manifeste par plusieurs signes. Donc il y a l'hypervigilance. Donc on a vu, on allait faire des courses. Et on l'avait nos courses, ouais, clairement. On sortait avec des gants, des longues manches, où on sursautait au moindre tout, enfin à la moindre tout entendu, au moindre éternuement, etc. Donc ça, ce sont des signes de l'hypervigilance. Il y a également l'évitement. Donc l'évitement, on reste très loin des autres. Bon, après, c'est sûr que c'est ce qu'on nous a demandé par rapport aux fameux gestes barrières. On évite de sortir, etc. Il y a aussi, dans le syndrome de stress post-traumatique, les troubles dissociatifs. Et ça, je pense que j'y reviendrai si on parle de vaccination. Les troubles dissociatifs, donc c'est-à-dire que on a du mal, enfin, on fait des choses un peu déconnectées de soi, on a du mal à prendre des décisions, on a du mal à se dire, c'est nous on commande, etc. On est vraiment déconnecté, voilà. Qu'est-ce qui a entraîné aussi ces troubles dissociatifs? Les mesures. Toutes les mesures qui ont été mises en place, donc il y a eu effectivement le confinement. Le confinement qui nous a privés de nos besoins, de nos plaisirs. Et ça, c'est important, c'est fondamental en fait. On a un psychologue, Maslow, qui a créé une pyramide des besoins. Donc il y a les besoins physiologiques. Manger, boire, avoir des relations sexuelles. Je pense que pour certains, pendant le confinement, ça a été compliqué, pour ceux qui ne sont pas dans le même foyer, mais ça a son importance. On a les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime, le besoin d'accomplissement. Estime, quand on vous dit par exemple que votre commerce n'est pas essentiel, c'est compliqué ça aussi. Le besoin d'appartenance, appartenance, c'est créer des liens avec les autres. Quand on nous dit oui, mesures barrières ou isolement, confinement, justement, on ne peut pas voir les autres. Voilà, donc on voit bien que nos besoins ont été piétinés. Donc ça aussi, ça a créé énormément de stress qui ont alimenté le trauma. Par rapport au confinement aussi, donc on a eu, à l'entendre comme ça peut faire rire, mais quand on entend confinement, déconfinement, reconfinement, on a l'impression qu'il y a une sorte de viol. Et effectivement, une sorte de viol dans notre intimité. Donc, nos libertés ont été complètement privées, notre intimité également. Donc ça, c'est une mesure vraiment destructrice pour notre psychisme, puisqu'on ne peut plus faire ce qu'on a envie de faire. On vous dira que c'est le plus efficace pour effectivement éradiquer la pandémie. Eh bien justement, nous a tenus
on a été tenu par l'espoir. L'espoir, d'accord, confinement, on va se sacrifier pendant quelques semaines et ça va disparaître. Mais non. On a été tenu aussi par l'espoir par rapport à plusieurs choses, par rapport au port du masque. On s'est dit, on va porter le masque et puis on aura fini avec cette pandémie. Mais non. Ouais. Par l'immunité collective. Quoi d'autre? Par les 2 doses de vaccin, finalement, maintenant, on entend pointer une 3e dose, voire même 4e dans certains pays, à ce que j'ai compris. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses on tenait, on se disait, allez, c'est un peu comme une course où on se dit, finalement, l'arrivée est un peu décalée, on y va quand même, mais non, ça tient pas. Et c'est ça aussi qui est difficile, c'est qu'on ne voit pas de sortie de cette crise. Donc, pour le confinement, ça a été ça à peu près. Pour le port du masque, donc effectivement, il y a eu le confinement et après, il y a eu... port du masque obligatoire. Ouais. Je crois que c'est après, puisqu'on parlait que c'était pas obligatoire, finalement ça l'a été. Après, c'est devenu obligatoire. Donc, le port du masque. Je vais dire des choses que peut-être on ne sera pas content d'entendre, mais il faut que je le dise quand même, puisque c'est des conséquences psychologiques. Alors déjà, ça crée des troubles relationnels, puisque du coup, on ne se voit pas. On ne se reconnaît pas forcément dans la rue. Combien de personnes me disent « Ah, mais je te reconnais, je ne t'ai pas reconnue avec le masque ». C'est compliqué pour les couples, puisque même pour le choix du partenaire, pour les personnes qui sont célibataires, avec un port du masque, c'est devenu difficile. Et pour les enfants, là j'ai un problème par rapport à ça, puisque les enfants, depuis mars dernier, à partir de 6 ans, se voient imposer ce port du masque, qui au final ça questionne le sens en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière, puisque le Covid n'est pas une maladie pédiatrique. Il y a très peu, voire rarement, d'enfants qui développent des formes graves. Le plus souvent, ça passe inaperçu chez les enfants. Donc du coup, ils sont soumis au port du masque. Et donc le port du masque crée de la fatigue, qui crée une baisse de la concentration, de l'attention, donc une baisse des rendements scolaires. On peut avoir de l'inhibition ou de l'agitation. Moi, j'anticipe déjà l'augmentation de ce qu'on appelle les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. On nous dira que c'est parce que on fait mieux les diagnostics, mais plus tard. Ensuite, ça crée également des troubles de l'estime de soi, notamment chez les adolescents, puisque ça accentue l'acné. La plupart du temps, c'est ce qui a été quand même remonté. Et ça peut créer de la dépression, des idées suicidaires et du phobie scolaire. Donc ça, c'est grave, d'autant plus que aussi par rapport au port du masque, on ne lit plus les émotions, ni les expressions du visage. Pour les tout petits qui grandissent avec cette vision de moitié de visage, ça aussi, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, moi je me rappelle, j'avais été dans un anniversaire d'une petite d'1 an qui s'est mise à pleurer parce qu'elle s'est retrouvée avec plein de personnes autour d'elle avec les masques. Il a fallu qu'on tombe les masques pour qu'elle puisse se calmer. Et donc du coup, les enfants grandissent avec une carence. Le premier danger, en tout cas, la première alerte qu'on peut voir sur le visage de quelqu'un qui peut être potentiellement dangereux, c'est l'expression du visage. Les enfants n'ont pas accès à ça, grandissent en n'ayant pas accès à ça, et ça peut créer des désordres psychologiques, dont un trouble qui s'appelle alexithymie, qui est une difficulté à identifier et à reconnaître ses émotions, mais aussi celles des autres. Je ne voudrais pas faire peur, mais l'alexithymie, on retrouve ça chez les psychopathes. D'accord. Comme manifestation. Donc voilà, c'est là où on en est. Alors derrière, effectivement, toutes ces mesures protectrices, elles nous tuent, psychologiquement en tout cas. Donc ça, voilà ce qui vous, les psychologues, vous êtes un peu tranchés sur cette question de gestion de crise. Vous êtes assez tranchés. Pour tout ce que j'ai déjà entendu, ça aura un impact. Ça a un impact et ça aura un impact. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on voit le rouleau compresseur passer et
On a beau alerter, personne ne nous écoute, ne nous entend, pardon. Et alors, les gens nous disent oui, mais on s'adapte. Oui, que les enfants aussi s'adaptent vite, ils ont des capacités justement pour s'adapter. Sauf qu'il y a une étude qui a été faite. Une grenouille qu'on plonge dans de l'eau bouillante, elle sort. Une grenouille qu'on met dans de l'eau froide et qu'on augmente la température jusqu'à ce que l'eau bout, elle va rester là. Elle va rester là et elle va mourir. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est adaptée. Donc là, on est en train de nous demander à nous adapter à des choses vraiment, même pas aberrantes, complètement, destructrices. En fait, et ce qui est le plus dommageable, c'est que, en fait, par exemple, sur le port du masque pour les enfants, c'est qu'il n'y a pas d'études qui valident en fait l'efficacité du port du masque pour les enfants et en intérieur. Donc, effectivement, il n'y a pas de repère en fait. Les parents ne peuvent même pas se dire ah, effectivement, bon, c'est quand même pour un bien-être. Donc, tout ça joue de notre déstabilisation finalement. D'où la question du sens, effectivement, qu'il faut interroger. Et quand quelque chose n'a pas de sens, on ne peut pas s'y adapter, justement. S'y adapter, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas corréler notre comportement, justement, à... Mais là, on a plein de mesures un peu farfelues, souvent, et pourtant, on s'y adapte. Donc, Jusqu'à quand ? C'est la résilience, ça. Mais la résilience, ça dure 2 minutes. Après, tout tombe, tout s'effondre. Et il nous reste quoi ? La dépression, les idées suicidaires et d'autres troubles. Troubles du comportement, troubles de l'estime de soi, troubles de l'identité. La dissonance cognitive, comme Fabrice en parlait effectivement. Il y a énormément de choses qui ont été mises en place qui nous ont mis dans une sorte de dissonance cognitive, c'est-à-dire que c'est une tension interne, un conflit interne, où on se trouve en fait entre deux, entre nos décisions et la réalité. Ou entre deux décisions gouvernementales. Moi, la dissonance, je la vois par exemple, on l'a eu sur le masque. Non, c'est inutile, c'est complètement inutile, ça ne sert à rien de le porter. Quelques semaines plus tard, c'est absolument nécessaire, il faut que ce soit obligatoire. Donc on a toujours ces deux mesures. Là, on est en train d'analyser sur le déconfinement. Effectivement, on dit aux restaurateurs, par exemple, réouvrez vos restaurants, vous pouvez accueillir du monde sous présentation du pass sanitaire, mais en même temps, on a une obligation de se déplacer à 10 km de chez soi, plus un couvre-feu à 20h. Donc en fait, les gars ne peuvent pas récupérer leur activité. On leur dit de réouvrir, mais en même temps, ils n'ont pas les conditions pour réouvrir. Donc, ambivalence et problème. Comme confinez-vous, mais allez travailler. Donc ça, ce sont des injonctions contradictoires. Et ça, c'est particulier. On verra ça vraiment dans toutes les stratégies de manipulation qui ont été mises en place. Des injonctions contradictoires. Oui. Très bien. Oui. En fait, là, je pense que la plus grande erreur qu'on ait faite, c'est de croire que les autorités étaient perdues, ne savaient pas gérer la crise. Je pense que tout a été très bien géré. D'accord. Pour vous, il y avait une petite feuille de route et on a suivi la feuille de route. Oui. Parce qu'on ne peut pas être aussi nul, en fait. Bon, il y a déjà eu des pandémies. Justement, on a déjà fait face à des pandémies. Là, c'est vrai que c'était exceptionnel. Non, mais quand on voit l'impact psychologique qui a été fait et de voir que ça continue, comme on dit, au pas sentiment, on sent bien qu'il y a quand même quelque chose derrière, qu'il y a un intérêt derrière. Il y a des études qui ont été faites et qui ont mis par exemple l'ingénierie sociale, c'est comme ça qu'elle a été fondée. En créant de la dissonance chez la population de façon à ce qu'elle ne puisse plus prendre des décisions. Je vois Vas-y, on peut finir la phrase. Prendre des décisions et du coup n'arrive plus à agir. Et elle s'en remet donc aux sauveteurs. Les autorités. Les autorités. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient avec nos invités en plateau. De retour sur le Focus, nous sommes toujours en présence de Fabrice God du Conseil pluridisciplinaire scientifique local de Guadeloupe et Séverine Lysimac qui est psychologue clinicienne. Donc juste avant la coupure pub, on avait commencé à entamer justement ces injonctions contradictoires. Est-ce qu'on peut déjà expliquer ce que c'est et comment il s'applique effectivement dans cette gestion de crise ?
Alors, les injonctions contradictoires, ce sont deux affirmations, deux ordres en fait qui sont donnés, mais complètement opposés. Je ne sais pas, monte les escaliers, descend, enfin, on ne peut pas faire les deux. Donc, ça crée ce qu'on appelle, on l'a dit tout à l'heure, une dissonance cognitive. Donc, la personne ne peut plus faire correspondre ses actions avec la réalité. C'est-à-dire qu'on sera comme tiraillé en fait des deux côtés et sans pouvoir faire quoi que ce soit. Donc on va simplement attendre que l'une ou l'autre partie lâche. Donc ça déjà, on est comme déconnecté de nos pensées, de nos décisions, de notre soi. Et au niveau de la crise, on a vu effectivement plein d'exemples comme ça. Soyez restez confinés, allez travailler, restez soudés, isolez-vous. Les personnes âgées, n'allez pas les voir parce qu'elles sont fragiles. À risque. Mais en même temps, ne restez pas loin d'elles. C'est des choses qui n'ont vraiment aucun sens, complètement aberrantes. Le port du masque, etc. Enfin bon, voilà. Donc en fait, on est clairement dans des stratégies de manipulation et il n'y a pas que les injonctions contradictoires, il y a eu énormément de choses. En fait, je ne sais pas si j'avais fait une fois une intervention à Basse-Terre lors d'une manifestation, j'avais parlé de la perversion narcissique. On entend parler tout le temps de ça, de ce trouble, mais on est clairement là-dedans. Donc c'est-à-dire qu'il y a des stratégies mises en place pour essayer de faire perdre son identité à la victime. Donc nous, on est tous victimes actuellement de ces fameuses stratégies de manipulation. Donc il y a eu la séduction, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, l'urgence sanitaire, on va s'occuper de vous en gros. Il y a eu les mensonges. Les masques seront jamais obligatoires, c'est pas possible. D'ailleurs, on ne sait même pas comment mettre un masque, c'est ça. La vaccination ne sera jamais obligatoire, etc. Enfin, le pass sanitaire ne sera jamais mis en place pour les activités quotidiennes. On est d'accord que ce sont des mensonges. Donc il y a eu les mensonges, il y a eu les humiliations. Tiens, on a bien vécu ça en Guadeloupe, nous sommes des illettrés, nous sommes des buveurs de rhum, etc. On a l'infantilisation, ça aussi on a eu droit... Chaque semaine. Aux infantilisations, à l'infantilisation. La culpabilisation également, chaque semaine aussi. Vous êtes responsable. D'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse dessus. Pendant la 4e vague, comment vous appréciez le traitement qui était réservé aux victimes ? Aux victimes Aux victimes, des personnes qui succombaient, des familles de personnes qui succombaient au Covid. J'ai eu des témoignages de médecins qui ont dit aux familles endeuillées, en même temps, si elle était vaccinée, voilà, en gros, elle ne serait pas morte. Mais c'est horrible de dire ça à une famille, une personne endeuillée, de leur dire, on foisonne, quoi. Et donc, on se demande, mais pourquoi, où est la bienveillance, en fait ? Toutes ces personnes qui veulent nous sauver et qui nous humilient derrière, qui nous méprisent, et c'est impensable, en fait. Si, c'est pensable. D'un point de vue spirituel. D'un point de vue spirituel, je t'ai dit de faire, tu n'as pas fait, paye, subis. Ah c'est pas de la bienveillance, là on n'est plus dans le cadre de la bienveillance maintenant. C'est pour ça que on se retrouve dans une espèce d'un point de vue spirituel, une espèce de dualité qui est palpable. Avant, elle n'était pas palpable. Maintenant, elle est devenue palpable. Parce qu'on a eu des retours, effectivement. Et les gens qui ont pris la piqûre, pour qui ça se passe pas bien, c'est de leur faute. C'est pas de la faute de la piqûre. Et quand ils décèdent de mort naturelle. Dixit, je crois le 4 ou 5 janvier de cette année, le professeur Fischer. Tu meurs du Covid, tu ne meurs pas de la piqûre. De la piqûre, tu meurs de mort naturelle. Il avait dit ça, effectivement. Ouais, notre spécialiste. Donc encore une fois, c'était un traumatisme pour les Guadeloupéens, au-delà du deuil. En plus, il y avait un traitement qui était assez particulier. On a eu carrément, des menaces. Ça a été une punition. De toute façon, toutes les mesures, c'était des punitions.
parce qu'on n'agissait pas bien. Et pourtant, en fait, on est comme dans un scénario avec des enfants de parents maltraitants. Donc le parent maltraitant va toujours leur faire subir les pires atrocités, mais l'enfant, lui qui aime son parent, voudra toujours montrer qu'il est aimant, qu'il est bien, qu'il est bien élevé, qu'il fait les choses bien, juste pour avoir reconnaissance, mais en fait on ne l'aura jamais, puisque la relation même est toxique. Donc par rapport à nous, ce qu'on a subi par rapport à la 4e vague ou même depuis le début, on est là-dedans. Donc oui, des reproches, des menaces, de la punition, du chantage. Ça aussi, ça fait partie des stratégies de manipulation qui ont été mises en place. Quand on nous dit qu'il faut choisir entre... Alors, notre vie a été rythmée par le travail est devenu notre vie. Donc il faut choisir maintenant entre notre vie, le travail, et ce qui est censé nous la sauver, la piqûre, enfin le vaccin. Allez. Ça aussi, c'est... La mise en parallèle, elle était un peu osée. Je regardais justement un article aujourd'hui. Il y a un docteur d'une petite ville qui refuse de se faire vacciner. C'est le seul docteur de la ville. Il refuse de se faire vacciner. Et donc, à partir du 15, il ne peut plus exercer. Et donc, la ville se retrouve sans médecin. Et il disait effectivement dans son témoignage qu'il voyait l'annonce d'Emmanuel Macron pas comme une plaisanterie, mais il ne pensait pas en fait que ça se concrétiserait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont regardé ça comme si ça n'arriverait jamais en fait, cette obligation vaccinale, ce pass sanitaire qu'on réclamerait partout? C'était tellement improbable en même temps. Ils nous ont donné tellement d'exemples de choses qu'ils ne voulaient pas mettre en place et qu'ils ont quand même mis en place. Donc maintenant, tout, j'ai envie de dire, est possible. Ouais, on a ouvert le champ des possibles. Tout est possible. Non, grand. On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, Corentin Martial. J'appelle parce que je suis en admiration devant les deux intervenants. Et je ne comprends pas que ces personnes-là ne soient pas plus en vue. Bon, après, ça peut s'expliquer, hein, vu tout ce qu'ils sont en train de déverser comme vérité. Mais c'est très éclairant ce qu'ils disent. Et même si moi-même j'étais déjà convaincu de certaines choses, mais entendre des personnes qui sont plus qualifiées que moi en la matière le dire comme ça, ce qui est juste regrettable, c'est que ces personnes-là n'ont pas plus de vue vis-à-vis du grand public, parce que les choses sont clairement dites, sont clairement identifiées, et félicitations pardon, déjà à l'analyse, mais aux deux intervenants pour le courage qu'ils affichent à faire comprendre des choses qui sont pourtant simples, mais que la population n'arrive pas à comprendre en fait. C'est vraiment de la manipulation de masse, et c'est vraiment dommage. Donc vous vous sentez, personnellement, monsieur, vous vous sentez manipulé? Je ne le suis pas, puisque j'ai arrêté les infos, ça fait déjà 2-3 mois. Puisque maintenant, c'est plus des informations, c'est du lavage de cerveau, c'est de la manipulation. Et je suis perçu à l'idée, et je suis heureux de savoir qu'il y a des gens plus qualifiés que moi qui partagent ces idées-là. Donc finalement, je ne suis pas si fou que ça. Certainement pas fou. On est très originaux dans ce pays, mais certainement pas fou. Mais certaines personnes seraient tentées de vous dire « Ah, mais vous êtes un peu complotiste, entre guillemets, vous regardez trop les réseaux sociaux ». Vous leur diriez quoi à ces personnes? Mais justement, le fait de regarder beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup les infos, parce que maintenant, comme je vous dis, c'est plus des infos, c'est du lavage de cerveau. On voit de la pub de 7 à 77 ans pour inciter, comme dit le monsieur. Je suis bien content de reprendre son terme, c'est plus de la vaccination, c'est de la piqûre. Donc, ce n'est pas être complotiste, il faut juste analyser le monde dans lequel on vit, aller se renseigner ailleurs que justement sur les réseaux sociaux, aller chercher plus profondément des choses qui nous concernent et qui sont extrêmement graves, et après ça devient plus simple à comprendre. Bon, on va dire que les médecins ont un peu balayé le débat en disant effectivement, bon, ils vous répondraient, mais vous n'êtes pas médecin, monsieur. Qu'est-ce que vous en savez concrètement? Non, je ne suis
pas médecin, mais je suis un être vivant, pas si con que ça, pas si alcoolique que ça, pas si illettré que ça. Ou pas sorcier. J'arrive encore à me renseigner là où il faut pour avoir les bonnes informations. D'accord. Donc vous pensez qu'on peut tout de même faire le tri. Il n'est pas nécessaire de prendre tout ce qui arrive, mais même qu'en faisant un tri, vous arrivez à une conclusion qui est qu'il y a un petit peu de foutage de gueule, entre guillemets. Ah, c'est plus du foutage de gueule, ça. Ce n'est même pas du foutage de gueule. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est juste une façon d'imposer. Moi, j'ai appelé ça de la dictature moderne. Dictature moderne. Absolument. Ok. Un mot à rajouter avant de nous quitter? Ben, félicitations et puis je lance des encouragements à vos deux intervenants et puis j'espère qu'on les entendra et qu'on les verra encore plus souvent. Merci beaucoup, monsieur, pour cet appel. Bon, c'est compliqué d'avoir... Enfin, c'est pas compliqué d'avoir le conseil scientifique. Hein. On pourrait bien les avoir toutes les semaines. Enfin, moi, j'ai proposé un programme de toute façon une fois par semaine, très clairement. Mais c'est que le conseil a de gros détracteurs et vous êtes un peu en guerre frontale, finalement, avec une espèce d'équipe médicale, on va dire. Permets-moi de te corriger. Nous sommes en guerre avec personne. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui sont en guerre avec vous. Ils sont peut-être en guerre, mais tu sais, on peut mordre très fort. Et on a décidé de ne pas mordre. Oui, On j'ai a vu que d'autres vous restez choses dans à l'amour faire. et le respect. Nous, c'est une nous bonne sommes dans la formule. lumière. Nous essayons d'apporter la lumière. Nous essayons d'apporter de la bienveillance. Nous essayons prioritairement d'éviter que notre peuple subissent les foudres. J'ai un oncle, tu vois, ça fait un mois. Il est sorti du CHU avec Doliprane et reste chez toi en attendant la petite boîte. Ma cousine m'a appelé un vendredi à 21h30. Heureusement que la coordination, il y a des médecins qui sont très motivés et je leur remercie. Eh bien, à 22h, il a été pris en charge. Aujourd'hui, il va bien. D'accord ? Donc voilà. De toute façon, il y aura... C'est notre cheval de bataille, c'est faire en sorte que leur apporter une correction avec les médecins qui font leur job, des médecins qui ont prêté serment d'Hippocrate et pas du dollar ou de l'euro, accompagnés d'une armée d'infirmiers et d'infirmières, tout de même, pour pouvoir tenir la cadence, apporter un autre discours et un autre éclairage sur le terrain psychologique. Est-ce qu'il y a des prises en charge concrètement? On sait qu'il y a la rééducation post-Covid, mais est-ce que, plus globalement, les Guadeloupéens sont pris en charge? Nous, aujourd'hui, notre souci, c'est que Séverine, qui est l'une des membres du Conseil, on va dire même l'une des membres très tôt, on va dire presque fondatrice, si on met son numéro en ligne, là, son téléphone brûle. Donc, Il faudra changer d'abonnement. Mais c'est un fait. Elle n'est pas toute seule. Il y a trois psychologues. Mais les trois psychologues, on essaye de faire quand même de sorte qu'ils puissent apporter un message plutôt que de l'échange, parce qu'il y a trop de monde. Il faudrait peut-être 10 à 20 fois plus de psychologues. Mais il faudra quand même qu'on pallie à cette souffrance. Il n'y a pas de plan, puisque vous êtes psychologue clinicienne, donc il n'y a pas de plan qui est en cours d'élaboration pour essayer de venir en aide aux Guadeloupéens qui seraient perdus un peu? Le problème, c'est qu'il faudrait faire de la systémie, c'est-à-dire que là, j'ai entendu qu'il y avait des cellules de crise qui étaient mises en place, par exemple, pour le CHU. Mais c'est mettre un pansement sur une hémorragie. Donc là, clairement, s'il n'y a pas une prise de conscience au niveau de la population, c'est bien. Je ne vais pas dire que la psychologie ne sert à rien. Non. Mais il faudrait sortir de ce système. Et ce n'est pas évident. Donc, bon, ça, je voulais plutôt peut-être le dire vers la fin, mais si on attend une sortie de crise de la part des autorités ou d'un autre, etc., c'est pas possible. Ça viendra de nous. Vous pensez qu'on va nous maintenir
en état de crise permanente. Bon, c'est un peu le cas depuis 18 mois, il faut dire ce qui est. C'est un stress permanent, ce sont des mesures chaque semaine, on est cantonné à des points 3 fois par semaine en période assez compliquée. Donc la vie est vraiment rythmée en fait par cette gestion de crise. Bon, on ne peut rien faire à côté aussi, donc bon, ça n'arrange pas le tout. Mais pour vous, on annonce déjà effectivement la 5e vague, une 5e vague qui devait être pédiatrique visiblement, donc on a déjà déterminé que finalement ce serait les enfants le nouveau foyer de contamination. Donc pour vous, on a encore quelques mois à tirer en crise Covid. Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, tant qu'on accepte et qu'on ne change pas une équipe qui gagne, pour le moment, ça va. Hein. La crise est bien gérée. Hein. Donc, tant qu'à faire. Et de votre point de vue? C'est notre point de vue. Aujourd'hui, pendant les vacances, on a initié avec des collectifs. Je te dis, on migre cette action en Martinique, parce que les Martiniquais avaient déjà essayé, mais de manière non coordonnée. Là, on les aide à coordonner, parce qu'ils ont bien vu le gain que ça se soigne. À partir du moment, dès que la population va accepter que ça se soigne, ouais. Je dis bien accepter. Oui, mais il faut qu'on aide la population à l'accepter. Je pense que quand on offre une solution à quelqu'un et qu'il pense qu'il va mourir, il se jette en général sur cette solution-là. Depuis quand un vaccin est un antidote? Non, on a eu le vaccin, mais il y a... Non, depuis quand un vaccin est un antidote? Ouais, ça n'en est pas un, déjà. Non, mais voilà. Aujourd'hui, on te vend un produit candidat vaccin qui est en phase d'expérimentation. Donc 3 sur 4. Mais même sur ça, il y a débat, vous le savez très bien, monsieur Gott. Même sur ça, il y en a qui ne veulent pas reconnaître qu'il est en phase d'expérimentation. Écoute, là, le truc, il est simple. Comme on dit toujours, ne nous croyez pas, ouvrez un bouquin. Allez sur les sites, comment ça s'appelle, légaux, enfin les sites officiels gouvernementaux, vous verrez que autorisation de mise sur le marché, on est en phase 3 sur 4. Allez lire ce que c'est qu'une définition d'essai clinique et vous verrez qu'il y a des choses qui ne sont pas très nettes. Voilà, mais ils ont séparé en fait, Allez lire l'AMM, vous verrez qu'il y a des profils qui sont exclus aujourd'hui. De la vaccination. De la vaccine. Enfin, moi, je ne peux pas appeler ça vaccination. On est en phase 3, légalement, on ne peut même pas l'appeler comme tel. De la thérapie génique, on va dire. Non, c'est un essai thérapeutique. Essai thérapeutique. Donc, on est en phase 3 de cet essai thérapeutique. Les personnes, aujourd'hui, on les a perdues pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un essai thérapeutique. Il y a des personnes à qui on considère qu'elles ne servent plus à la société. C'est très grave. Mais, une fois de plus, nous avons les témoignages. Nous avons des témoignages qui ont été déposés devant l'huissier. Donc c'est pour ceux qui voudraient dire qu'on dit de la fake news. Parce qu'ils pensent que vous plaisantez en fait au conseil, alors que pas du tout. Mais ils auront l'occasion. Il y a les membres du conseil, c'est des personnes de sciences exactes, de sciences médicales, de sciences humaines, de sciences économiques, de sciences juridiques, on n'aime pas donner des titres, mais pour le coup, tu as quand même des avocats. On travaille avec des collectifs d'avocats extérieurs au conseil. En collaboration avec d'autres groupes. D'ailleurs, je tenais à refaire un démenti par rapport justement à l'intervention de Maître Bessis la semaine dernière, qui était venu justement avec Pamela pour parler de l'obligation vaccinale chez les soignants. On a reçu les foudres effectivement des détracteurs habituels, comme quoi effectivement le texte, le décret avait déjà été publié. On a bien eu confirmation donc que le décret n'avait pas encore été publié. Il a été dans la foulée, mais après l'émission, sans doute petit rectificatif. En tout cas, on a expliqué ça par le biais d'un bug informatique. Donc c'est un bug informatique qui aurait retardé la publication du décret de l'un des textes les plus importants votés cette année. Et c'est le seul bug. Le seul bug, oui. Mais sur le texte majeur. Chaque jour, il y a plusieurs décrets, mais là, seul décret. Et en plus, que pour quelques textes. Quand vous les faites. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il faut bien entendre qu'on n'est pas dans un climat aussi négatif qu'il soit. Il y a des protocoles qui permettent d'apporter une certaine tranquillité au niveau de sa santé.
même si tu finis par l'attraper, là encore, je ne sais pas si tu veux témoigner. Vous avez eu le Covid? On veut des témoignages directs, tant qu'à faire. Donc vous avez le Covid. Et je l'ai eu, oui. Mais c'était une petite forme bénigne, ça allait? Je pense avoir une belle charge virale quand même. D'accord. Les symptômes? Oui, bien sûr. Tous? Donc c'était quoi à peu près? Alors, en fait, ce jour-là, le premier jour, j'étais en plus en direct sur une chaîne concurrente. D'accord. Lors d'une discussion, je ne vais pas dire débat. Bref, donc c'est vrai que j'avais... Disons que j'ai été parce qu'il fallait y aller, parce que j'avais déjà noté mon nom, mais j'avais d'autres chats à fouetter, sincèrement. Donc c'est vrai que le premier jour était un peu compliqué, puisque surtout par rapport à la nausée. Donc en général, quand on est malade, on n'est pas d'humeur, tout simplement. Deuxième jour, beaucoup de fatigue. Et puis après, ça a été... Il y a juste une rechute le 6e jour. La fatigue est revenue. Et là, je me suis dit, mais mince, quand est-ce que je vais reprendre mon sport? Et après, ça a été... Après, j'ai même eu la conjonctivite du Covid. Je ne savais même pas que c'était Ça faisait partie des effets secondaires aussi, oui. Enfin des symptômes? Des symptômes. Conjonctivite. Donc, je me suis soignée avec le protocole du CSPCC. Vitamine C liposomale, vitamine D liposomale. Alors, le ZAC ne passait pas. Au bout de 2 jours, j'ai arrêté. Et puis moi, c'est vrai que j'ai quand même eu une formation en naturopathie, donc heureusement, je me suis dit, non, je me mets à l'écoute de mon corps, tout simplement. Donc ce qu'il me demande, je lui donne, ce qu'il rejette, Donc Doliprane, de toute façon, pour moi, c'était pas possible. Puisque, d'ailleurs, lors de cette discussion, lorsqu'un scientifique me dit que le Doliprane ne neutralise pas la réponse immunitaire alors que le Doliprane baisse la fièvre est une défense de l'organisme pour lutter contre un agent pathogène. Pour moi, quand on me dit ça, il y a déjà un souci. Donc oui, non, j'ai évité, je n'ai pas pris de Doliprane, puisque je me suis dit, je laisse la fièvre faire son boulot. On a un médecin intérieur, notre corps peut se défendre, et donc du coup, donc avec le protocole, avec aussi du Zebapic fermenté, puisque bizarrement, on ne trouve plus du tout de... Je peux le dire, bien sûr. Du Virapic, on ne trouve plus du tout. Et d'Atumo aussi fermenté avec quelques tisanes pays. Voilà. Bon, le protocole local, quoi. Oui, un peu. Bon. Les détracteurs diront que c'est... Ils peuvent dire ce qu'ils disent. Je le répète, nous n'avons aucun conflit d'intérêt. Nous n'attendons aucune augmentation budgétaire de la part de l'État. Nous n'attendons aucune rétribution de la part d'aucune entreprise, quelle qu'elle soit. Bon, après, ceux qui veulent faire des dons, c'est des dons, mais il n'y aura pas de bakshish en retour, il n'y aura rien en retour. Il n'y aura pas de non. Quel que soit, ils peuvent mettre même 9 chiffres. 3 flacons de Virapic. Ils peuvent mettre même 9 chiffres sur la table. Et le premier est strictement supérieur à 1. Non, mais clairement, vous ne le faites pas pour de l'argent ou... On a des parents, nous avons de la famille, nous avons des amis. Et voir ces personnes agir comme elles agissent, oui, elles nous veulent du mal. Voilà. Le mot de la fin. Mais neg camo défaut. Donc, il faudra faire attention, faudra faire très attention derrière. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir. On va voir de quoi on parle lundi prochain. Mais demain, effectivement, on va parler déjà un peu de bien-être, puisqu'on est ce qu'on mange et qu'il faut quand même préparer son terrain, on va dire, entre guillemets, de façon à éviter de tomber malade. Donc, on parlera d'alimentation. On essaiera de vous donner aussi quelques petits conseils pour éviter de céder, de succomber à la maladie. On va dire ça comme ça. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Beaucoup de félicitations dans le courant de la discussion sur les réseaux. Les prises de parole ne sont pas évidentes ces temps-ci, ça c'est clair, net et précis. Donc merci pour le travail que vous faites. Merci, il y avait tellement de choses à dire. Le site du conseil www.cspcc.org. Je répète, cspcc.org.
Voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le Focus, c'est fini pour ce soir, mais on revient demain à 19h30. En attendant, passez une excellente soirée sur Canal 10 Télévision et n'oubliez pas, prenez soin de vous et de vos proches. Beaucoup de bisous, bisous, et ils sont magiques ceux-là. Bye.